6 en première instance, 9 en appel. Là, il y en avait 9. Donc, et c'est toujours une question qu'on se pose. Sont les magistrats qui font la décision ou ils sont influencés par les magistrats ou c'est un fantasme qu'on répète très souvent? Écoutez, moi je vais simplement fonder ma réponse sur mon expérience. On sait très bien, et tous les avocats le savent, qu'en fonction du président de la cour d'assises, le verdict ira dans tel sens ou dans tel autre. Ce sont les magistrats qui font les verdicts de cour d'assises. J'ai eu des confidences de jurés qui normalement n'auraient pas dû les faire, il y a très très longtemps, qui me racontaient comment le délibéré se déroulait. Et on connaît plein d'avocats qui... Du reste, le garde des Sceaux l'a écrit dans un de ses livres. Hein. Bon, donc, on a une référence impeccable, là, pour le coup. Hein. Bon. Donc, qui a fait la décision dans la cour d'assises des mineurs? Personne ne peut le savoir, parce que c'est couvert par le secret, mais sans que je puisse dire que c'est une décision des magistrats, hein, je peux dire que d'une façon générale, dans mon expérience d'avocat de cour d'assises, et Dieu sait que j'ai fréquenté les cours d'assises, nous savions très bien que la décision serait faite par les magistrats, à tel point qu'on se disait, pourquoi réunir tant de jurés alors qu'un seul magistrat suffirait, hein, vous voyez à quel point ça allait. Maintenant, ce qui est préoccupant, voyez-vous, et ce sur quoi il faut se focaliser, c'est l'évolution des réquisitions. En première instance, on a des réquisitions très sévères, sauf erreur de ma part. Hein. Et puis, en cour d'appel, on a le même parquet, puisqu'il est indivisible, qui fait des réquisitions beaucoup plus indulgentes. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé entre la première instance et l'appel pour que le parquet général change de quantum dans les réquisitions? Est-ce qu'il craignait qu'un quantum plus élevé de peine ne soit pas suivi? Est-ce qu'il avait peur que réclamer 20 ans ou 30 ans, la cour d'assises ne le prononce pas? C'est ça qui fait problème, parce que le parquet, il est indivisible. Bon, je ne vois pas pourquoi, entre la première instance et l'appel, il y a un changement de réquisition. C'est absolument incompréhensible. Et ce qui est très intéressant pour le pénaliste, c'est le règlement de compte qu'il y a après dans le box. Ça veut dire qu'ils sont tous coupables. Parce que s'ils se foutent sur la gueule alors qu'il y en a qui sont acquittés, c'est qu'ils reprochent aux acquittés qui auraient dû être condamnés de s'en être tirés. Ça, c'est clair, c'est très clair. Donc, si vous voulez, le verdict, il est démenti par un appel qui est l'appel des coups qui ont été échangés entre les accusés après le verdict. Oui, mais s'il n'y a pas de preuves, parce qu'effectivement, la charge de la preuve, l'avocat que vous êtes, il doit exister des preuves. Et j'imagine que c'est difficile d'apporter des preuves. Ces jeunes gens étaient peut-être cagoulés au moment des faits, leur visage était dissimulé. Donc, vous voyez, c'est très difficile d'enquêter. Mais Pascal, vous vous rendez compte de ce que vous dites? Parce que vous êtes en train de sous-entendre, avec votre gentillesse actuelle et votre naïveté magnifique, que les premiers juges auraient condamné sans preuve, à des peines très sévères. Alors, on aurait une cour d'assises qui condamne sans preuve et une cour d'assises qui trouve des preuves pour innocenter. Alors, je rappelle, ces 13 jeunes âgés de 16 à 21 au moment des faits, 13 jeunes qui étaient accusés d'avoir fait partie de la vingtaine de personnes encagoulées qui, le 8 octobre 2016, avaient attaqué en pleine journée 2 voitures de police stationnées. Ça avait été un traumatisme dans l'opinion. Alors, les victimes n'ont pas le droit, je parle sous votre contrôle, les victimes n'ont pas le droit de se pourvoir en cassation, Gilbert Collard. Non, mais de toute manière, même s'il y avait cassation, même si le procès était cassé, il est impossible de revenir sur le verdict. Ouais. Impossible. Pourquoi? Impossible, parce que c'est la loi, la cassation ne peut pas modifier... renvoyer la cassation? La Cour de cassation, elle ne peut pas renvoyer pour un nouveau procès? Non, absolument pas. Ah bon? Absolument pas. Elle juge sur la forme et pas le fond. Sur la forme. Mais si elle casse le jugement, elle renvoie? Dans Babylou, il y a eu un deuxième procès d'appel. Non, pas dans cette manière. La décision est définitive. Il n'est pas possible de rejuger ces gentils jeunes gens qui seront libres du reste dans peu de temps, hein, parce qu'ils vont avoir les remises de peine habituelles. Non. Mais ce qui fait vraiment problème et qui devrait intéresser quand même la chancellerie, c'est de savoir pourquoi l'avocat général, dont, je rappelle, la parole est libre. Hein. Il y a un adage qui régit le comportement des avocats généraux, c'est la plume est serve, mais la parole est libre. C'est-à-dire que les écrits sont sous ordre, mais la parole est libre. Donc, il s'agirait de savoir quand même
quel est le contexte dans lequel évolue cet avocat général qui a pu prononcer des réquisitions qui constituent un pied de nez au premier avocat général qui a requis et qui constitue un pied de nez au fait que le parquet général a fait appel. Parce que quand même, on est en présence d'un appel pour l'obtention d'une aggravation des peines et on a un avocat général qui requiert moins qu'en première instance. Donc là, vraiment, on est dans un dysfonctionnement mental, idéologique et juridique qui requiert des explications du procureur général. Il faut qu'il nous explique pourquoi ses services, son parquet, a requis moins. Oui, mais il n'y a pas d'explication, vous le savez bien. La justice, elle n'est pas transparente au point que cet avocat général, on entendra. Voilà, vous avez parlé d'idéologie et je crois que vous avez tous raison. Et on a un élément qui nous permet de penser que ce verdict peut avoir des connotations idéologiques, c'est la critique systématique qui a été faite pendant tout le procès de l'enquête de police. L'enquête en appel, pas en première instance. Donc là, il y a une divergence d'appréciation de ce que peut être ontologiquement, déontologiquement, le travail d'enquête des policiers. En première instance, on a pris l'enquête avec respect. En appel, on a commencé à dire ce sont des flics qui ont fait l'enquête, donc c'est une enquête fliquée à laquelle on ne peut pas se fier. Ça a été rapporté par l'avocat qui défendait les policiers, et je sais, moi, par des amis, que tout le procès, dans son déroulement, a porté là-dessus. Il ne fallait pas confier l'enquête à des policiers. Oui, ce sont des policiers qui ont été victimes, et ce sont des policiers qui enquêtent. Bon, donc, c'est vraiment un verdict qui est fondé sur la discussion de la qualité et de l'honnêteté du travail des policiers. Et ça, franchement, pour les policiers qui ont fait l'enquête, c'est un désaveu insupportable. Insupportable. Oui. Parce que moi, j'ai vu des enquêtes faites par des policiers sur des policiers, et je peux vous dire que ce sont des enquêtes objectives et honnêtes. Stanislas Godon. Deux choses, 30 secondes. On fait parfois le procès des journalistes et de leur idéologie, et on fait aussi parfois celui des magistrats. Mais est-ce qu'on sait, par exemple, si ces magistrats qui ont requis étaient affiliés à un syndicat ou pas particulier ? Ah, quelle question pertinente. Quelle question. Non, mais vraiment, moi, franchement, j'avais envie de la poser, la question, et vous avez eu, avant que je me décide, le courage de le faire. Quand on entend Jean Messia qui évoque les dernières conclusions de l'un des deux avocats généraux, ou de l'avocat général, je ne sais pas, ou du procureur général, pardon, qui requérait, on a affaire à une conclusion politique. Dire à ces jeunes qui ont voulu incendier 2 policiers, qui ont été brûlés très sévèrement, qui ont fait ça pour niquer les keufs. C'est exactement ce qui ressort du dossier. C'est pour niquer les keufs qu'on a incendié les policiers. Dire qu'ils sont des chances pour la France, oui, pour la France des incendies, pour la France des meurtres, pour la France des crimes. Mais tenir ce propos, je suis désolé, c'est un propos politique. C'est un propos idéologique qui n'a pas sa place dans un réquisitoire. Comment peut-on... Oui, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce qu'on sait qui... Non, on ne sait pas. Non, Est-ce qu'ils sont au syndicat de la magistrature ? Peut-être pas, d'ailleurs. Moi, je pose une question. On va s'en préoccuper. On va maintenant s'en préoccuper, effectivement. Vous avez raison, parce que selon l'appartenance syndicale de ces magistrats, il y a peut-être une connotation idéologique, c'est clair. Non, mais le point clé qu'on a appris ce matin, qui est vraiment fascinant d'ailleurs, c'est que le parquet fait appel et que les réquisitions du parquet sont moins fortes que celles de première instance. Donc, là, il faudrait que le procureur général va contre son propre parquet. Pardon, Jacques Séguéla qui vient d'arriver, et c'est pas... Oui, non, je voulais intervenir pour dire que je considère, moi, personnellement, que ce verdict est idéologique. Parce que je reviens, je m'en excuse, sur la phrase du réquisitoire, mais tout à l'heure, on le disait, on avait raison, c'est une phrase de la politique migratoire. C'est une phrase des immigrationnistes. Je ne comprends pas comment un procureur peut, dans un réquisitoire qui doit demeurer orienté vers la gravité des faits, Ah oui, point, voilà, peut se permettre de faire cette observation. Voilà. Et là, je vous renvoie à ce qui devrait être normalement le fonctionnement normal de la justice, c'est que le procureur général devrait quand même s'expliquer sur les réquisitions prises par son avocat général. Nous sommes d'accord. A-t-il reçu des instructions écrites auxquelles il a obéi,
ou bien n'a-t-il pas reçu d'instruction, ou bien a-t-il décidé simplement de sa liberté de parole qui existe, hein. La parole est libre. Mais à ce moment-là, on pourra quand même poser des questions sur l'environnement du procureur général d'un point de vue intellectuel. 2 ou 3 choses que je veux remarquer, c'est vrai. Je ne sais pas pourquoi les journalistes s'intéressent au premier chapitre et moins au deuxième. Donc là, il y a beaucoup de déni de justice, c'est un déni d'humanité. C'est surtout le déni d'humanité. Comment il faut sans doute changer la loi pour que ceux qui agissent en réunion soient condamnés, au fond, même s'ils n'ont pas la charge de la preuve qu'ils ont ou pas fait quelque chose. Et je posais d'ailleurs la question à Philippe Bilger, est-ce qu'il y a des droits qui fonctionnent comme ça aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, en Italie, j'en sais rien. Est-ce qu'il y a des lois qui disent si vous étiez associé à un mouvement de foule ou à un mouvement de groupe, vous êtes condamné même si vous n'avez pas fait, vous n'avez pas porté le coup fatal. C'est ça que dit Philippe Bilger. Donc j'ai pas la réponse. Je ne sais pas si vous l'avez ou pas, Gilbert Collard. Non. Vous ne l'avez pas. Bon, Cyril Canetti. Alors c'était très intéressant de vous écouter parce que Non, il faut être. On n'est plus à l'époque de Victor Hugo où on allait au bagne pour un vol de pain. Non. Tout peut arriver parce qu'on a parfois des décisions complètement délirantes. Hein. On a vu quelqu'un de condamné pour avoir piqué dans un supermarché, mais ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas ça. Je veux dire, moi, enfin, en 40 ans d'expérience, je n'ai jamais vu quelqu'un aller en prison pour un larcin. Bon, j'ai vu des distorsions de comportement judiciaire. Oui, j'ai vu des gens condamnés très gravement pour des faits qui me paraissaient parfois justiciables de la bienveillance, et d'autres fois des gens condamnés très légèrement pour des faits particulièrement graves. Voilà. Maintenant, si on aborde la question de la maladie mentale et la prison, c'est essentiellement le problème de la médecine psychiatrique, hein, qui est un véritable monde fermé, qui est un lobby. Mais j'entends bien, mais moi, la difficulté en lisant ce que vous avez écrit, c'est que vous considérez que 8 prisonniers sur 10, s'il vous plaît, Gilbert Collard. Ils allaient s'embrasser, c'est bien, non? En période de Covid, c'est rassurant quand même, messieurs, allons, vous allez vous faire allumer. Qu'est-ce que vous vouliez dire sur le... Mais on est un petit peu à côté du sujet Viry-Châtillon, donc je voudrais peut-être qu'on le ressente. On est complètement à côté, mais puisqu'on est à côté, autant rester à côté. Hein. Bon, moi, je voudrais poser une question au docteur, au psychiatre qui est présent sur le plateau. Je me suis beaucoup intéressé à la psychiatrie judiciaire. J'ai même écrit il y a longtemps un livre, Le psychiatre, le juge et son fou. C'est dire à quel point cette question me passionne. J'avais même réussi à faire entrer une psychanalyste en prison pour soigner un détenu. Vous voyez, ça m'intéresse. Hein. Mais à quoi sert la psychiatrie carcérale s'il faut mettre les détenus perturbés dans des hôpitaux psychiatriques? Vous servez à quoi? Alors, il n'y a pas de psychiatrie carcérale. Il y a une psychiatrie en milieu pénitentiaire. Ah, d'accord, si vous voulez, j'accepte. Je pense que les mots sont importants. Oui, je crois que si un détenu est en prison et ne se retrouve pas dans un hôpital psychiatrique, c'est bien parce qu'aucun psychiatre n'a dit qu'il devait aller dans un hôpital psychiatrique. Sinon, il y serait, nous le savons. C'est la loi. Donc, alors expliquez-moi cette tautologie, en quelque sorte, hein, qui fait que nous aurions en prison des détenus qui seraient des malades mentaux, que des psychiatres n'auraient pas diagnostiqué comme tels et fait placer en établissement psychiatrique. Intervention. Et vous votez toujours Marine Le Pen? Bien sûr, et vous? Et moi, vous m'avez demandé si je votais Marine Le Pen. Ça, c'est pas gentil. C'est vache, ça, hein? Gilbert Collard. Non, mais je sais pas, il y avait...